Je ne vous ai pas montré. Mon ami Marion m'a offert une vidéo, pas du tout, une tasse. Une tasse. Et il y a marqué chaton. Bon, je suis végétarienne, certes, mais c'est des chatons. Tu veux une araignée? C'est pas trop beau, ça? C'est pour boire le café au collège. Bien, suite à cette intro merveilleuse, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et un sujet que je trouve hyper important, dont on parle de plus en plus et tant mieux, mais dont on minimise peut-être encore un peu trop l'impact sur une scolarité, sur des enfants, sur des futurs adultes. C'est le sujet du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que le harcèlement scolaire, c'est pas une nouveauté. Le harcèlement scolaire, c'est pas un sujet dont je n'ai jamais parlé. J'avais fait d'autres vidéos, en tout cas celle-ci, c'est certaine, sur le sujet. J'en avais parlé aussi sur mon podcast. Mais c'est quelque chose que je voulais aborder ici dans un côté un peu plus... vous expliquer ce que fait l'éducation nationale, en dehors du fait de coller des affiches pour dire que c'est mal le harcèlement scolaire, parce que ça, nous sommes tous d'accord, j'espère, s'il vous plaît. Mais c'est surtout pour rappeler que, oui, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui, malheureusement, existe depuis très longtemps. La différence qu'on peut avoir entre hier et aujourd'hui, c'est deux choses. Première chose, c'est le traitement de la lutte contre le harcèlement scolaire à l'école, puisque si je prends juste mon cas personnel, par exemple, à l'école, alors je ne pense pas avoir été harcelée sur un long terme, je pense avoir pu subir des situations de harcèlement de la part de quelques personnes, notamment en classe de 3e, qui ont pu avoir un impact ensuite sur la construction de soi, le développement, la confiance en soi. Voilà, je ne pense pas être la seule dans cette situation. On a des cas de harcèlement qui sont beaucoup plus graves que d'autres, même si, encore une fois, je pense pas qu'il faille minimiser même ce qui peut nous sembler être de l'ordre d'un petit, et encore que, même le terme de petit est inapproprié, harcèlement reste quand même quelque chose qui, en fonction de la personne, peut avoir un impact qui est très dur et se répercuter, voire se retrouver avec un impact plus tard. Donc, je vous disais, le harcèlement scolaire, c'est malheureusement courant. Alors, le harcèlement aussi. Le harcèlement scolaire est récemment devenu un délit, c'est-à-dire que le harcèlement c'était déjà un délit, mais désormais il existe le délit de harcèlement scolaire. Je rappelle quand même que dans le cadre de la loi, le harcèlement scolaire, le harcèlement tout court, est interdit, peut être puni de peine de prison et également d'amende. Je suis d'accord avec vous, vous allez me dire, quand on porte plainte, c'est rarement suivi des faits. Malheureusement, on sait bien que le système judiciaire n'est pas parfait, qu'il tente à s'améliorer et qui, nous l'espérons, s'améliorera dans les années qui suivront. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui existe, c'est-à-dire qu'on peut porter plainte si jamais on subit des situations de harcèlement. Je tiens également à rappeler que, enfin d'ailleurs j'ai dit on subit une situation de harcèlement. Ce n'est jamais la faute de la victime. Si quelqu'un vous dit « tu t'es fait harceler », c'était ta faute, tu l'as bien cherché. Non. C'est un peu comme on ne se fait pas violer. On est violé. Voilà. Donc c'est pareil. On ne se fait pas harceler parce que on est trop gros, on est trop petit, on est blond, on est brun, on est roux, on a la mauvaise couleur de peau, la mauvaise origine sociale, le mauvais genre, le mauvais sexe, enfin, que sais-je, toute situation, parce que il faut quand même comprendre une chose, c'est que on ne n'est pas victime. Voilà. Alors, ma phrase est peut-être encore une fois mal tournée, c'est pas on ne n'est pas victime, on le devient, c'est certaines situations font qu'on peut toutes et tous se retrouver en état de vulnérabilité. Et ce qu'on constate dans les situations, là je parle bien de harcèlement scolaire, c'est que souvent on a effectivement un ou une élève qui se retrouve dans un état de vulnérabilité, de fragilité, et qu'un groupe d'élèves va en profiter. Alors, je dis groupe, mais il est bien évident que cela arrive des situations de harcèlement dans lesquelles on va se retrouver avec une victime et, alors ce que nous on va pas appeler un harceleur, mais ce qu'on va appeler un intimidateur. Pourquoi on appelle ça un intimidateur et pas un harceleur? Parce que le harceleur, c'est vraiment déjà le terme juridique, ce qui ne veut pas dire qu'un intimidateur peut ne pas devenir un harceleur, ça peut malheureusement le devenir, mais pour le terme qu'on va employer dans l'éducation nationale et dans le programme qui est mis en place
pour lutter contre ça, on parle d'intimidateur, puisqu'on part du postulat que si on prend assez tôt en charge la situation, on va essayer de pouvoir y remédier. Alors, moi, ça fait 6 ans que je travaille dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Je suis au collège référente de la lutte contre le harcèlement scolaire et du programme qui est mis en place par le gouvernement qui s'appelle le programme phare, qui est le programme de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Et c'est un programme qui vise à sensibiliser les élèves au qu'est-ce que c'est que le harcèlement, qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement, comment s'en prémunir, et surtout à essayer de casser les situations de harcèlement qui pourraient devenir beaucoup plus graves. Nous, dans le cadre de ce programme, notre objectif, c'est de développer l'empathie. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, bien sûr, ça arrive que vous ayez malheureusement une personnalité qui est perverse, qui fait que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, la personne risque d'évoluer sur une mauvaise pente, sauf que dans les études qui ont été faites sur les cas de harcèlement à l'école, on constate que ça relève vraiment de 1 à 2%. La plupart du temps, dans les situations de harcèlement, on va avoir des élèves qui manquent d'empathie vis-à-vis de la personne qu'ils harcèlent, qui ne se rendent pas compte, voilà, qui prétendent ne pas se rendre compte, mais qui vont vous dire « c'était juste une blague, c'était pour rire, la personne n'a pas d'humour, voilà, hein ». Ou alors c'est vous qui ne savez pas faire de blagues, ou qui n'ont pas compris qu'on ne rit pas de tout. Voilà, donc on va se retrouver avec ça. Et on va aussi se retrouver souvent avec alors, des rôles qui peuvent être poreux, c'est-à-dire on a parfois des élèves qui étaient harcelés qui sont devenus intimidateurs, parce que, voilà, vengeance, ce genre de choses-là. Alors évidemment, toute victime n'est pas potentiellement un intimidateur en puissance, voilà, tout intimidateur n'est pas forcément une victime non plus, mais on a des rôles qui sont poreux, voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent être un peu interchangeables. Et surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans les situations de harcèlement scolaire, on a souvent, alors pas que de harcèlement scolaire, mais là je parle de harcèlement scolaire, une triangulation, c'est-à-dire qu'on va avoir le ou les intimidateurs, alors ce qu'on nous appelle la cible, c'est-à-dire la personne qui est victime, et les témoins. J'insiste sur ce point particulièrement. Pourquoi ? Parce que pour moi, je pense que c'est une des clés principales. C'est-à-dire que, dans le cadre d'un harcèlement scolaire, qu'est-ce qui fait que la situation fonctionne et perdure ? Souvent, c'est que 1. Elle n'est pas dénoncée. Alors, par la victime, la personne est en état, comme je vous disais, de vulnérabilité. Elle craint des représailles, elle a peur. Ça peut s'expliquer, ça peut être normal qu'elle n'arrive pas à en parler à un adulte. Même si, faut garder à l'esprit que vous n'êtes jamais coupable, vous n'êtes jamais responsable, et que en parler à un adulte de confiance, ou même à un camarade de confiance qui pourra en parler à un adulte, c'est déjà essayer de débloquer la situation, c'est déjà faire un pas en avant, c'est déjà essayer de vous sauver de cette situation. Voilà. Et que vous n'êtes pas coupable, peu importe les raisons pour lesquelles on vous harcèle. Voilà. Encore une fois, on ne naît pas victime. Et tout le monde peut l'être parce qu'en fait, ça se fonde sur le rejet de la différence, quelle qu'elle soit. Donc, je vous disais, par contre, ce qui est certain, c'est qu'une situation perdure à partir du moment où vous n'avez personne qui fait quelque chose pour l'en empêcher. Donc, il est bien évident que les intimidateurs, vu qu'ils s'amusent, faudrait revoir un peu le terme de jeu d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il va falloir redéfinir ça à un moment donné avec les élèves, mais que les parents devraient redéfinir ça aussi avec leurs enfants. Je dis pas que tous les parents ne font pas leur travail de parents, hein. Certains le font très bien, certains sont un peu démissionnaires. Voilà, tout n'est pas un jeu. Hein. Je sais que la grande mode c'est TikTok, voilà. Oui, les défis sur TikTok qui conduisent des élèves à aller allumer des espèces de trucs enfin pas incendie, mais faire des lance-flammes. Oui, voilà, les lance-flammes. Ouais, super idée, vraiment, génial. Super défi. Brûler le collège aussi, allez-y tant que vous y êtes. Non, c'est pas un encouragement. C'est pas un encouragement. C'est grave en fait. C'est grave, voilà. Il y a des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, excusez-moi, c'est pas drôle. Non, les défis, c'est pas drôle. Ce qu'ils appellent le jeu de l'olive, c'est-à-dire mettre ses doigts dans des orifices d'une personne qui n'est pas consentant, ça s'appelle un viol en fait. Voilà, pas un jeu. Et c'est ça aussi, il faut savoir redéfinir ce terme-là. Et pourquoi je vous parle justement du rôle des témoins ? Parce que dans une situation de harcèlement scolaire, on peut avoir ce qu'on appelle des témoins passifs, c'est-à-dire des témoins qui ont conscience de la situation, qui regardent faire sans rien faire, et des témoins qui sont actifs, c'est-à-dire des témoins par exemple qui vont rire aux blagues des intimidateurs. Voilà, qui vont se moquer, eux aussi, un petit peu, de temps en temps. Alors, évidemment, là je passe pour la donneuse de leçons,
J'ai bien conscience que les témoins peuvent aussi craindre des représailles, craindre aussi la vengeance de l'intimidateur. Mais, comment dire, les intimidateurs, ils sont souvent une personne, deux, trois. Si toute une classe à un moment donné se réveille et protège la victime au lieu de rire aux blagues des intimidateurs. Supériorité numérique. C'est ça en fait, c'est essayer d'apprendre aux élèves, c'est ça que nous on essaye de faire aujourd'hui à travers le programme de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est pas simplement punir les personnes, parce que bien évidemment quand on est dans le cadre d'une situation qui a malheureusement dégénéré, il est certain que l'administration viendra à prendre des sanctions, mais nous, dans le cadre de phare, donc de ce programme-là, on ne prend pas de sanctions. Nous, on essaye de développer l'empathie, on va essayer de recevoir toutes les personnes concernées, les témoins, les intimidateurs, la victime, et d'essayer de développer l'empathie, de parler, de les faire s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments. Alors, c'est pour ça que je vous dis, nous, on intervient surtout dans la sensibilisation, on essaye d'intervenir dès qu'on a un premier cas qui est relevé. Voilà, on a entendu, tel professeur nous a annoncé que dans telle classe, tel élève a dit, voilà, mon camarade, ça fait plusieurs fois qu'on lui fait des remarques sur sa couleur de peau. C'est plusieurs fois qu'on lui fait des remarques parce que elle est amoureuse d'une fille. Ça fait plusieurs fois qu'on lui fait des remarques parce que, soi-disant, elle est trop grosse. Voilà. Donc on nous a alertés. On va informer la personne qui a été victime, qu'on va recevoir en entretien, les élèves qui ont été du coup témoins et les élèves intimidateurs. Et quand on voit les intimidateurs, le but c'est de leur dire voilà, je fais partie d'un programme qui aide les élèves qui ont des difficultés à l'école, qui ne se sentent pas forcément très bien, et je voudrais savoir si tu as remarqué éventuellement que telle ou telle personne allait mal. Et l'idée c'est pas de dire tu as fait ça. En fait, on est vraiment dans l'idée, alors c'est une technique qui est héritée de méthode scandinave, donc ça s'appelle la méthode PICAS. Donc Anatole Pikas a théorisé justement le harcèlement en disant que, en tout cas pour le harcèlement scolaire, ce qu'on constate c'est que majoritairement ce sont des harcèlements qui reposent sur un groupe d'élèves. Donc c'est pour ça que nous, notre méthodologie ne peut fonctionner que s'il y a groupe. Si on n'a pas de groupe, si on a un contre un, c'est pas nous qui prenons ça en charge. Que la méthodologie en elle-même de développement de l'empathie permet à terme de mieux résoudre les situations et d'empêcher le renouvellement de ces situations-là. Maintenant, c'est pas une méthode magique. C'est pour ça que je vous disais, si jamais cette méthode ne fonctionne pas, on passe à la sanction. Mais ce qu'on constate, c'est que la sanction n'empêche pas que ces situations se reproduisent. Donc, pour éviter que ces situations se reproduisent, il faut essayer de faire prendre conscience justement que ce n'est pas un jeu de harceler quelqu'un, ce n'est pas un jeu de se moquer de quelqu'un, ce n'est pas un jeu de pousser les gens ou de donner des coups de sac dans la tête. Non, c'est pas un jeu. Alors, ça peut faire très mal. Il suffit que le sac soit mal positionné, la personne peut en mourir. Voilà. Donc, évidemment, quand on parle de cas de harcèlement à la télé, on parle souvent de grands cas de harcèlement scolaire. Alors, grands cas, j'entends bien évidemment, et malheureusement, qui conduisent à la mort de la personne et au suicide souvent de la personne. Voilà. On a, je pense, tous malheureusement entendu parler de certains élèves très jeunes qui s'étaient donné la mort. Mais en fait, il faut se rendre compte que, bien sûr, l'issue la plus fatale, c'est le suicide, mais qu'il y a aussi autre chose. Il y a les scarifications chez certains élèves. Alors, tout élève harcelé ne va pas se scarifier, tout élève scarifié n'est pas un élève harcelé, mais ça peut conduire à ça, de la maltraitance physique envers soi, parce qu'on ne sait pas comment exprimer son mal-être, un repli sur soi, une baisse des résultats scolaires, un manque de confiance en soi. Voilà, on est à l'adolescence, une période où on se construit, où c'est déjà dur de savoir qui on est, mais surtout de se sentir bien, par exemple, dans son corps. Donc c'est sûr que si on subit jour après jour des remarques sur son physique, sur qui on est, sur la manière dont on pense, sur son intelligence, qu'on se fait traiter d'un télo à chaque fois qu'on rentre dans une classe, alors que je rappelle quand même que le but de l'école, c'est d'avoir des bonnes notes, normalement. Parenthèse fermée. Voilà, donc tout ça, c'est des choses auxquelles on est confronté au quotidien, et c'est surtout des choses que nous, on essaye de prendre en charge, je vous disais, suffisamment tôt, parce que plus on prend en charge une situation tôt, plus on a des chances qu'elle ne se réitère pas, et que la personne, du coup, garde moins de séquelles, ou en tout cas, qu'on puisse espérer que les intimidateurs ne deviennent pas des harceleurs, mais qu'ils puissent justement prendre conscience que, en réalité, il y a une personne, en fait, derrière tout ça. Et ça devient encore plus pernicieux à partir du moment où on tombe dans le cyberharcèlement. Parce que dans le harcèlement scolaire, déjà qu'on a un manque d'empathie, alors qu'on est quand même face à des personnes qui se voient, quand on est dans le cyberharcèlement, on est dans
harcèlement qui se passe sur Internet, généralement via les réseaux sociaux. Pendant très longtemps, l'école a fermé un peu les yeux sur ça, en disant que ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux ne concerne pas l'école. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus, pourquoi? Parce que certaines situations de harcèlement qui débutent à l'école se poursuivent sur les réseaux. Certaines situations qui débutent sur les réseaux se poursuivent à l'école. Donc en fait, on ne peut pas considérer que les réseaux sociaux ne font pas partie du problème de l'école. L'école, alors si je prends le collège, le téléphone est interdit. Techniquement, selon la réglementation des réseaux sociaux, les jeunes élèves ne sont pas censés se trouver sur les réseaux avant 13 ans. Bon, messieurs, mesdames, parents, si jamais vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que beaucoup de nos élèves et de vos enfants sont des clandestins des réseaux sociaux, parce qu'il n'est pas compliqué de pouvoir cliquer sur un bouton en disant « j'ai 13 ans ». Voilà. Hein, je pense que la première fois que j'ai ouvert un blog, j'avais moins de 13 ans, alors que c'était interdit. Je suis en train de me dénoncer, là, en direct. Bon, je pense qu'à mon époque, c'était... À mon époque... Je dirais que je viens de je sais pas quand. Mais bon, en réalité, je viens d'il y a moins de... Quand est-ce que j'ai ouvert un blog? En 2008. Ouais, donc... Oui, donc, allez, il y a 15 ans. Il y avait déjà des problèmes sur Internet. Mais aujourd'hui... Enfin... Voilà, moi je pense qu'il y a une responsabilité de l'école dans le fait de pouvoir sensibiliser à l'usage et au bon usage d'Internet et surtout des réseaux sociaux, parce que, qu'on le veuille ou non, les enfants et les futurs adultes grandiront avec les réseaux sociaux, voilà. Je suis pas en train de prôner l'interdiction totale des réseaux, je serais très hypocrite de le faire. Par contre, il faut mettre des limites. Les enfants, les ados, sont des ados. Par définition, ils vont vouloir tester les limites. Par définition, ils vont vouloir les enfreindre. Donc, si en fait, on ne leur apprend pas un usage raisonné des écrans, ils vont perdre totalement toute limite. Ce qui est logique, c'est un adolescent, encore une fois. Donc, le rôle des parents, et là, malheureusement, l'enseignant peut faire ce qu'il veut, il n'est pas à la maison. Moi, je ne peux pas passer chaque soir dans la chambre de chacun de mes élèves pour lui prendre son téléphone. Le rôle des parents, c'est aussi d'expliquer à leurs enfants que, bah oui, il y a des horaires à laquelle on va se coucher, on arrête le téléphone. Oui, tu peux être sur les réseaux sociaux, tu peux avoir une vie privée, mais tu fais attention, tu vas pas n'importe où, tu ne parles pas à n'importe qui, tu n'es pas majeur, donc pour le moment, je sais pas, tu restes en privé par exemple, tu fais attention à tes mots de passe, tu fais attention aussi à la personne qui te parle, voilà, tu donnes pas ton adresse, tu donnes pas ton numéro de carte bleue, bon t'en as pas, mais celui de tes parents par exemple, tu ne donnes pas, voilà, des informations qui peuvent être utilisées contre soi, parce que déjà qu'adulte, quand on utilise les réseaux sociaux, on peut être confronté à des situations de harcèlement. Adolescent, c'est encore plus complexe. Et là, je parle de harcèlement de personnes, je sais pas, qui vont effectivement envoyer des messages, qui peuvent être des personnes de votre établissement. Alors, bon, c'est des personnes de votre établissement, plus compliqué. Mais, encore une fois, ça fait partie de la problématique de l'école aussi. Donc, si vous êtes parent, qu'il y a un groupe d'élèves, je ne sais pas, nous on a eu ça, des élèves qui avaient créé un groupe pour en harceler un autre, ça concerne l'école. Vous pouvez en parler au professeur, vous pouvez en parler au CPE, vous pouvez en parler à la direction. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on doit agir. Et pas que nous, c'est-à-dire qu'il y a la police aussi. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, il y a de très fortes chances pour que rien ne soit fait. Normalement, les choses doivent être faites. Mais on sait à quel point c'est compliqué la juridiction sur Internet. Donc malheureusement, c'est pas parce qu'on ferme et on clôt un compte que ça ne peut pas en permettre d'en ouvrir un autre. Mais il vaut mieux quand même, dans mon sens, aller déposer au moins une main courante, par exemple. Je sais que beaucoup de parents rechignent à le faire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des parents qui étaient effectivement confrontés à ce type de situation, qui m'ont dit « je ne vais pas faire ça parce qu'en face, j'ai un ado qui a le même âge que le mien ». Je suis d'accord, c'est triste, c'est un enfant. Je rappelle quand même qu'à partir de 13 ans, un enfant peut aller en prison. Voilà, pour mineur, évidemment. Hein. Voilà. Certes, c'est un enfant, mais il n'est pas au-dessus des lois. Et un rappel à la loi, parce que souvent c'est la seule... Enfin, franchement, honnêtement, une des plus graves choses généralement qui peut arriver, c'est qu'il soit convoqué au commissariat et qu'on lui fasse un rappel à la loi. Bah, des fois, c'est bien, un petit rappel à la loi. Voilà. Bon, après, je sais que beaucoup craignent, voilà, encore une fois, la vengeance, ce type de choses. Mais en même temps, si on reste toujours concentré dans cette spirale de la peur de « bah ouais, mais je crains que », en fait, c'est les intimidateurs, harceleurs qui gagnent à la fin.
Donc voilà, et c'est pour ça que je vous dis, il faut pas aussi rester seul, il faut casser cette spirale d'isolement, il faut arrêter en fait de laisser les autres être en force et faire en sorte qu'en fait, bah, les victimes deviennent ceux qui reprennent. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas à soi en tant que victime de souffrir de ça. Et donc du coup, je vous disais, le harcèlement sur les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus. Alors, je vais même aller au-delà même du côté harcèlement. Moi, ce que je constate surtout, c'est que il y a une méconnaissance de la part de certains parents des réseaux sociaux. Et je veux pas jeter la pierre aux parents parce que, je suis pas parent, je ne dis pas que je serai un parent parfait et je pense loin de là, je ne dis pas que je suis un prof parfait, je pense loin de là, ni une usagère parfaite des réseaux sociaux. Cela dit, il faut quand même rester un petit peu informé, je pense, sur ce qui se fait, et je sais que c'est compliqué parce que même moi, qui travaille dans la lutte contre le cyberharcèlement, il s'en crée tous les jours des réseaux. Récemment, on en a eu un, c'était un site de rencontre de jeunes, mais très jeunes, sur lequel il n'y avait pas que des très jeunes. Et ça fait peur, voilà, parenthèse. Donc, il faut quand même rester alerte sur ce qui se fait, tout en laissant une vie privée aux enfants, mais en leur mettant des limites, en essayant de contrôler un minimum ce qu'ils font quand même. Parce qu'ils sont mineurs et parce que mine de rien, bah, c'est la responsabilité des adultes aussi. Et encore une fois, de comprendre que nous, oui, je m'inclus dedans, on a grandi. Alors soit vous n'aviez pas de réseaux sociaux, soit comme moi, vous avez vu apparaître les réseaux sociaux. Eux sont dans une société dans laquelle, dès l'enfance, ils ont vu les réseaux sociaux. Voire on les a mis sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de leur vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, on part du principe que c'est inné chez eux, ils savent s'en servir. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend et il faut apprendre à se défendre aussi. Voilà, et à faire attention, comme tout. Donc c'est aussi une éducation en fait à faire l'usage des écrans, l'usage des réseaux sociaux, pas passer toute sa vie sur TikTok, parce que TikTok, bonjour les problèmes de concentration qu'on se retrouve ensuite à l'école, qui n'arrivent plus à fixer un écran parce qu'à force de voir des images qui les autostimulent tout le temps, c'est très embêtant sur l'apprentissage, hein. Le cerveau, c'est pas très bon tout ça. Voilà, je vous dis ça parce que vraiment nous on en est... Enfin, vraiment par rapport... Enfin, je veux pas jeter la pierre que sur TikTok, hein, il y a d'autres réseaux sociaux. On voit beaucoup de groupes classes qui se créent sur WhatsApp, justement liés à des situations de harcèlement, par exemple. Mais TikTok, on a beaucoup de problèmes qui sont liés à des défis stupides, à des jeux, et surtout aussi, on a des problématiques qui vont être liées à une très 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 forte sexualisation des jeunes filles. Voilà, moi je suis un peu atterrée, un peu choquée même, je vais, employons les mots, hein, de voir des très jeunes collégiennes, parce que souvent ce sont des jeunes filles, qui ont des relations sexuelles très très jeunes, voilà, et surtout en fait qui ont des pratiques sexuelles, alors peut-être que c'est des choses qu'on nous dit et qu'ils ne font pas en vrai, je ne sais pas, ou en tout cas qui pensent que la sexualité, alors déjà c'est très mécanique, c'est absolument dénué de toute forme d'amour et de sentiment, mais qu'en plus de ça, enfin c'est des pratiques, moi je veux bien, en fait chacun ce que vous voulez, hein, mais à cet âge-là, je sais pas, on commence peut-être un peu soft, avant d'aller dans des extrêmes. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup les vidéos qui peuvent tourner sur ce grand réseau social que je n'ai pas cessé de décrier, parce que on a des jeunes filles qui s'amusent à reproduire, par exemple, des positions de certaines danseuses dans certains clips, qui sont en fait des positions très sexualisées. Et bon, je pense que ces jeunes filles ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font. Malheureusement, les hommes pervers de plus de 60 ans qui les suivent doivent très certainement s'en rendre compte. Et le problème, c'est que ces jeunes filles-là vont se retrouver, par exemple, avec des photos qui vont être ensuite utilisées sur Internet pour d'autres usages. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention. Bon, tout ce qu'on appelle les nudes ou toutes les photos qui circulent aussi, qu'on peut potentiellement envoyer dans l'intimité à son copain ou sa copine, ça c'est votre intimité, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. Rappelons quand même que, alors, attention, la personne qui a envoyé la photo n'est pas responsable du fait que l'autre la partage. C'est la personne qui partage qui est responsable. Parce que bon, si vous envoyez une photo intime de vous, bon, moi je trouve que c'est très jeune pour faire ça, mais bon, si vous envoyez une photo intime de vous à votre copain ou votre copine, c'est votre intimité. Par contre, si votre copain ou votre copine la fait circuler à tout son groupe d'amis ou la partage sur Internet, là, il n'y a plus de consentement. Voilà. Là, c'est problématique. Là, ça peut devenir potentiellement aussi ensuite cyberharcèlement, même si, bon,
faut aussi un peu remettre un peu les formes, parce que harcèlement, cyberharcèlement, on le voit à toutes les sauces aujourd'hui. Rappelons quand même que le harcèlement se base sur des répétitions de faits. Cyberharcèlement, harcèlement, voilà, verbal, physique, psychologique, sexuel, sans action ou geste, c'est-à-dire des grimaces par exemple répétées. C'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de la répétition. Voilà. Mais bon, si vous avez effectivement des personnes qui viennent vous envoyer des messages tous les jours, par exemple, de manière très suggestive sur les messages, bon déjà ils ont oublié que vous étiez mineur, même si vous étiez majeur, ils ont oublié que vous n'avez pas du tout envie de ça. Voilà. Donc bon, situation complexe, mais en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut en parler. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire, c'est que si ça vous arrive, si vous êtes victime, vous restez pas seul. Il faut en parler. Je sais que c'est dur. Je vous dis pas ça comme si c'était ultra facile. Mais c'est en parlant qu'on peut faire cesser ces situations. Et si vous êtes témoin de harcèlement et de situations de harcèlement, là aussi, il faut en parler. En parler, c'est aider. C'est débloquer les situations. C'est aider les victimes et c'est ne pas encourager les intimidateurs. Et j'ai même envie de vous dire que c'est aider les intimidateurs. Pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, bah c'est pas bien. Enfin, si on termine sur des petites ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors, si vous êtes professeur, parent, élève, vous pouvez, si vous êtes victime, témoin, ou même à l'initiative de situations de harcèlement, c'est-à-dire que si vous êtes vous-même le harceleur, enfin l'intimidateur, allez sur le site Non au harcèlement. Vous avez des numéros d'appel, bon, je ne l'ai plus en tête. Donc vous avez des numéros d'appel qui s'affichent là sur l'écran. Vous téléphonez. C'est un numéro anonyme, c'est-à-dire que vous ne donnez pas votre identité. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider pour essayer de vous donner les informations nécessaires pour vous sortir de certaines situations. Et c'est pour ça que je vous dis que vous soyez intimidateur, vous-même la personne victime, que vous soyez parent, que vous soyez personnel, que vous soyez enseignant, vous ne savez pas comment traiter cette situation, vous pouvez leur téléphoner et ils vous aideront et vous donneront des ressources. Ensuite, si vous êtes parent, élève, n'hésitez pas à en parler à l'établissement. Je sais que certains vont dire que certains établissements n'ont pas très bien géré les situations de harcèlement. Je suis d'accord, le monde n'est pas parfait, mais il y a certains établissements qui gèrent très bien. Et on a tendance à mettre en avant souvent quand ça se passe mal. Mais la plupart du temps, je dis pas que tout le monde règle tout et que le monde est merveilleux, utopiste et parfait, mais on essaie de faire de son mieux. Voilà. Et pour les victimes de harcèlement, rappelez-vous que c'est jamais votre faute. Je pense que bon, je l'ai assez dit, mais je tiens à le répéter. Dernière chose aussi, si vous êtes professeur ou même élève, vous pouvez en parler à vos professeurs. Donc je vous parlais là du site Non Harcèlement. Et bien chaque année, il y a un concours qui est organisé justement, qui s'appelle Non au harcèlement scolaire. Enfin, NAH, non anti-harcèlement, ça doit être un truc comme ça. Et en gros, c'est une vidéo une affiche que vous soumettez au concours. Il y a plusieurs catégories et à la fin, il y a un prix national. Alors déjà, il y a des prix académiques et ensuite, il y a sélection d'un prix national. Moi, il y a quelques années, en 2018, avec mon collègue, on a participé. On a remporté la phase académique du prix Non au cyberharcèlement. Et cette année, on avait participé, enfin l'an dernier, pardon, on avait participé. Cette fois-ci, on avait participé contre le harcèlement tout court, et on s'était centré avec une vidéo qui était un peu plus poétique sur le rôle des témoins, voilà, sur le fait que, en fait, faut parler pour pouvoir justement libérer la parole. Bon, on n'a pas gagné cette année, mais en tout cas, ça avait été très intéressant comme expérience, et qu'on gagne ou qu'on gagne pas, votre vidéo, elle pourra aussi sensibiliser ensuite d'autres classes et être réutilisée, donc ça peut être très intéressant. Si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à vous renseigner sur le réseau phare, à rejoindre un groupe ressources justement, pour voir ce qui se fait au sein de votre établissement. Et si rien n'est encore fait, même si techniquement maintenant ça devrait être fait dans tous les établissements scolaires, et là ça va s'étendre cette année au lycée, voyez voilà, les ressources qui sont mises en place, essayez de découvrir justement, alors je vous parlais de Monsieur Picasse, monsieur qui vient j'allais dire de Scandinavie, je ne sais plus s'il est finlandais, suédois ou norvégien, je ne sais plus. Enfin bon, Monsieur Picasse, sa théorie justement qu'il avait fait nous a conduit à créer la méthode de préoccupation partagée, qui est cette méthode d'entretien justement qui, je vous disais, est basée sur le développement de l'empathie. Donc n'hésitez pas à voir ça dans votre établissement. Il y a aussi des livres qui peuvent éventuellement intéresser. Alors bon, là ils sont plutôt ciblés adolescents, mais justement pour des parents ça peut être intéressant aussi, parce que au final, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand on a des choses qui sont accessibles justement aux jeunes, même de les lire en tant qu'adulte. Alors, je pense surtout à celui-ci qui s'appelle la Team
collège, je vais y arriver, chez Poulpe Fiction. Alors, je l'aime bien parce qu'à la fin, vous avez un dossier pédagogique. Justement, vous avez un dossier pédagogique qui permet, voilà, développer sa confiance en soi, comprendre les mécanismes. Je peux parler aujourd'hui. Comprendre les mécanismes psychologiques du harcèlement scolaire, comment s'en sortir. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Celui-ci aussi, Trahi, qui est publié chez Scrinéo, collection engagée, qui raconte l'histoire d'Apolline, qui justement était très amoureuse d'un garçon qui lui a passé des photos. Et ce garçon a décidé de faire circuler ces photos. Voilà. Hashtag trahi, donc plutôt sur le cyberharcèlement, là c'est plutôt le harcèlement. Airstropper, je n'ai peut-être déjà fait la publicité. Il y a la série aussi, ça aborde plein de sujets, dont également aussi le harcèlement scolaire. Voilà, donc ça peut être pas mal. Et j'en profite aussi, je fais ma propre pub. J'ai écrit un texte qui s'appelle C'était juste une blague, qui est disponible sur mon compte Wattpad, si jamais ça vous intéresse, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui... alors, bon, c'est un peu dramatique, mais qui s'est suicidée. Donc en fait, ça démarre avec... l'article qui est publié dans le journal qui dit que Manon s'est suicidée et que voilà, qu'elle est morte et que c'est certainement lié à des situations de harcèlement scolaire. Et ensuite, c'est une histoire qui est racontée essentiellement du point de vue des témoins, de tous ceux qui ont vu, qui ont assisté à des petites choses qui en fait ont conduit à la mort de cette jeune fille, donc à des situations de harcèlement, mais qui en fait mis bout à bout sont une accumulation qui forme quelque chose de très compliqué. Et c'était l'idée de montrer que cette jeune fille en soi, elle subit pas une action énorme qui fait que. C'est une accumulation de choses. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout de traiter le rôle des témoins. Donc il y a à la fois ses parents, son frère, des camarades d'école, la voisine, le policier qui a interrogé, qui a pris les dépositions. Et au final, l'idée, c'était de comprendre que on est tous responsables si on ne fait rien. Voilà. Parce que je rappelle quand même que les témoins, si on ne fait rien, ça peut être considéré comme non-assistance à personne en danger. J'extrapole peut-être et j'exagère. C'est dur à dire dans ce sens-là. J'extrapole et j'exagère et j'extrapole. Ces exercices de diction. Voilà, donc c'est un texte qui cherche sa maison d'édition, si maison d'édition tu passes par là, mais que... alors, il y a des textes que j'écris parce que j'aime écrire, parce que j'ai de la passion pour l'écriture et que j'aimerais vraiment que mes histoires fassent voyager. Ce texte-là, il n'est pas écrit pour faire voyager. Il est écrit parce que je suis en colère, que j'ai des messages à faire passer, et que je pense que, sans me jeter des fleurs aucune, ça veut rien dire ma phrase, ça peut être intéressant de le voir de cet angle-là. Et si je l'ai intitulé C'était juste une blague, c'est justement parce que c'est la phrase que j'entends le plus à l'école. C'était juste une blague. Je l'ai poussé dans les escaliers, c'était juste une blague. Ça va madame, on s'amusait, on rigolait. Ouais, c'est vrai. Effectivement, depuis quelques jours, il vient plus à l'école parce que bon, je me suis moquée de sa couleur de cheveux. Mais c'était juste une blague. Bah non, en fait, c'était pas juste une blague. Parce qu'une blague, c'est censé faire rigoler. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, très bonne soirée, très bon appétit si c'est l'heure de manger. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.